Et si oui, comment on pourrait l'expliquer? La parole est à Bien. toi. Bonsoir, merci Elie. Tu as oublié de préciser que si j'ai écrit des livres d'histoire, c'est de ta faute. Donc, s'ils sont mauvais, tu en es largement responsable, hein, puisque c'est toi qui m'as incité à écrire. Bon, par rapport à Juifs et Révolution, oui, pour moi, c'est très net qu'il y ait un lien entre les deux, dans la mesure où ce lien s'explique, je crois, par le messianisme juif. Euh, le judaïsme a pour objet le bonheur de l'homme sur terre. Sur terre et pas ailleurs. Le paradis est une notion relativement récente dans le judaïsme, début de l'ère chrétienne à peu près. Et les autres religions sont beaucoup moins intéressés par le monde dans lequel nous vivons. Le christianisme et Jésus, qui avait beau être juif, il a quand même dit que son royaume n'était pas de ce monde. L'islam pense beaucoup au paradis, plus qu'à cette terre. Le judaïsme, non. Ce qui compte, c'est d'accomplir le dessein de Dieu sur notre terre. Donc, alors ça passe naturellement par l'arrivée du Messie, qui est l'envoyé de Dieu, et qui, quand il arrivera, fera régner la paix sur cette pauvre terre. Et comme le dit Isaïe, le loup et l'agneau pourront vivre côte à côte. Bon, très bien. Ça a marqué, c'est même un des points essentiels du judaïsme, au point que l'on compte à peu près une trentaine de faux messies, ce qui montre bien l'attrait des Juifs vis-à-vis de cette tendance messianique. Alors, on ne va pas passer en revue les 30 messies, mais enfin, il faut savoir que les deux plus importants qui ont le plus marqué le monde juif, c'est d'abord Sabbatai Tzvi au XVIIe siècle, et puis Jacob Frank au XVIIIe. Par parenthèse, pour bien connaître Jacob Frank et ses idées, je vous conseille le livre de la prix Nobel Olga Tokarczuk, Les lettres de Jacob. C'est certes un bouquin de 1000 pages, mais c'est passionnant la manière dont elle raconte l'épopée de Jacob Frank et de tous ceux qui l'ont suivi. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, les Juifs croient à l'arrivée du Messie, jusqu'au moment où, d'une part, certains commencent à se dire peut-être qu'on peut contribuer à l'arrivée du Messie, et le premier, c'est toujours un religieux, c'est le Gaon de Vilna, qui dit qu'il faut hâter par les actions l'arrivée du Messie. Et puis, à l'ouverture des ghettos, aussi bien en Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est, mais plus encore en Europe de l'Est. Donc, en Europe de l'Ouest, début du 19e siècle, pour simplifier, la France accorde la citoyenneté aux Juifs en 1791. En Europe de l'Est, plus tard, au milieu du 19e siècle, les Juifs commencent à sortir du ghetto et peuvent s'installer dans les villes, devenir ouvriers dans beaucoup de cas, parce que les portes de la bourgeoisie ne s'ouvrent pas facilement, mais peu à peu peuvent occuper des postes plus importants, aussi bien en Russie, même s'ils doivent rester dans la zone de résidence. Il y a quelques pourcents de Juifs qui peuvent s'installer à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, que dans l'Empire austro-hongrois. Donc, on a là des Juifs qui, imprégnés de cette culture messianique, vont vouloir combattre l'injustice dont ils s'estiment eux-mêmes naturellement victimes, en faisant et en proposant la révolution. Alors cette révolution, elle peut concerner l'ensemble de l'humanité, et beaucoup de Juifs rejoignent les partis sociaux-démocrates. Elle peut se présenter comme une révolution nationaliste, comme les Juifs en voient beaucoup autour d'eux, ces révolutions nationalistes, qu'elles soient polonaises, allemandes,
russes, roumaines ou autres, sont généralement teintées, voire marquées fortement par l'antisémitisme. Et donc, les Juifs adoptent une position nationaliste. Et on a là la base de ce que sera le sionisme, avec assez vite des masses juives qui s'y retrouvent, non pas prêtes comme ça à partir en Israël, mais quand Théodore Herzl se rend en Russie, se rend en Bulgarie, il est acclamé véritablement par les masses juives. Et entre les deux, il y a un mouvement socialiste, réellement socialiste, puisqu'il appartient au Parti ouvrier socialiste russe, au POSR, mais qui réclame l'autonomie culturelle des Juifs, avec le maintien du yiddish comme langue pour eux. C'est le Bund qui se crée donc en 1898. Donc, c'est intéressant, si tu permets, le Bund n'est pas seulement, c'est un parti juif, mais c'est du Bund que naît la social-démocratie russe, c'est-à-dire donc le parti de Lénine, c'est quand même extraordinaire. Oui, alors pas toute la social-démocratie russe, mais c'est vrai que c'est un des mouvements les plus importants de la social-démocratie russe, ce qui amènera certains à prendre position contre le Bund et ses théories culturalistes et autonomistes juives pour pouvoir mieux s'affirmer, affirmer leur présence. Ce sera le cas des bolcheviks, et on trouvera même cette tendance chez les mencheviks. Bon, on connaît la phrase de Plekhanov, les bundistes sont des sionistes qui ont le mal de mer, manière de discréditer le mouvement et de montrer son côté nationaliste, mais il n'empêche qu'effectivement, jusqu'en 17 en Russie, le Bund sera un mouvement important, et après sa dissolution par les communistes, dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, il sera le premier parti juif et il continuera à rassembler des millions d'électeurs, des militants, avec des associations syndicales, des mouvements de jeunesse. Ce sera quelque chose de très important, numériquement plus important que le sionisme. Et ce bundisme, pendant la guerre, continuera à jouer son rôle, puisque au moment de la révolte du ghetto de Varsovie, c'est certes un sioniste qui est à la tête de la révolte, Mordechai Yanilevitch, et le drapeau bleu et blanc flotte sur le ghetto, mais à côté, il y a le drapeau polonais qui flotte, et Marek Edelman est le représentant du Bund dans la révolte, il est le numéro 2. Donc, un parti très important qui a rassemblé énormément de militants et qui était le premier parti pour les Juifs dans la Pologne de l'entre-deux-guerres. Le Parti communiste était peu représenté. Des Juifs allaient souvent au Parti socialiste, y compris chez Pilsudski, qui n'était pas du tout antisémite, mais le Bund était la première force. Alors, si je comprends bien, tu évoques une espèce de sécularisation du vieux messianisme juif. La révolution moderne serait cela, une très vieille pulsion messianique qui a été sécularisée par la sortie du ghetto et par la modernité européenne. Pour les Juifs, oui. Naturellement, ce n'est pas le cas des autres, mais pour les Juifs, pour les Juifs, c'est vrai même à l'Ouest. Ce n'est pas un hasard si le Parti social-démocrate allemand est fondé par Lassalle, qui est d'origine juive, et par un certain Karl Marx, qui, certes, n'était plus juif puisque son père s'était converti, qui, certes, était antisémite dans beaucoup de ses discours, notamment de ses textes sur les Juifs et l'argent, mais la fin de l'histoire avec le communisme, stade suprême de l'humanité, après la dictature du prolétariat, le communisme où chacun peut satisfaire tous ses besoins, à chacun selon ses possibilités, mais tous les besoins doivent être satisfaits, on retrouve quelque part un peu du messianisme juif. Alors beaucoup de communistes ont refusé de l'admettre parce qu'ils n'aimaient pas qu'on évoque ses origines juives. Moi, je me souviens à Sciences Po de Jean Bruat, qui était prof de marxisme,
et dont je suivais les cours avec intérêt, et qui expliquait que non, le messianisme juif n'a joué aucun rôle dans l'œuvre de Marx. Quand on parle de Marx économiste et de Marx sociologue ou philosophe, il a largement raison, mais le communisme, stade suprême de l'humanité, on retrouve là des traces réelles de messianisme. Alors donc c'est d'abord un phénomène est-européen, mais qui s'exporte aux États-Unis, puisqu'on a le mouvement bundiste, on a un mouvement bundiste américain assez important. Et puis, il y a aussi la dimension sioniste que moi et d'autres voient aussi comme une espèce de révolution pour ceux qui, du moins, qui ne voulaient pas attendre la libération du genre humain qui mettrait fin à l'antisémitisme et qui ne croyaient plus tellement au libéralisme puisqu'il n'avait pas tenu ses promesses. Vous voyez l'affaire Dreyfus. Il y en a qui se sont dit, si on ne peut pas avoir l'émancipation individuelle, on ira à l'émancipation collective, c'est ce qu'on appelle le sionisme, mais qui a une dimension révolutionnaire. Oui, c'est évident, mais il y a d'autres mouvements, avant de revenir sur ces deux mouvements, il ne faut pas oublier que dans la social-démocratie, il y a d'autres tendances et d'autres mouvements. Beaucoup de juifs se sont retrouvés dans la social-démocratie, notamment en Allemagne, où beaucoup militaient. On connaît les juifs les plus célèbres qui se rallieront au communisme léniniste et finiront mal, comme Rosa Luxembourg, comme Karl Liebknecht, comme Clara Zetkin. La révolte communiste en Bavière, ce sera Kurt Eisner. La révolte communiste en Hongrie en 1919, ce sera Béla Kun. Tous ceux-là sont juifs. En Hongrie, tout le gouvernement des soviets, mais tous, ils sont tous juifs. Exactement. Donc, il ne faut pas s'étonner après que les réactions soient vives dans certains cas. Il ne s'agit pas de justifier l'antisémitisme, mais en tous les cas, on peut l'expliquer. Et donc, et c'est pareil en Russie, on trouve autour de Lénine énormément de juifs, Zinoviev, Kamenev, etc., Joffé, naturellement Trotsky. Donc, le mouvement communiste, quand il se sépare du socialisme, a beaucoup de juifs dans ses rangs et beaucoup d'autres restent socialistes, aussi bien en Allemagne qu'en France. Donc, il ne faut pas oublier ces deux branches fortes du mouvement socialiste, le socialisme démocratique d'un côté, le socialisme communiste de l'autre, le bundisme et le sionisme. Alors le bundisme, tu disais les États-Unis, oui, il y a beaucoup de juifs qui partent, qui émigrent aux États-Unis, notamment à partir des pogroms de 1881, et cela va durer jusqu'à la guerre de 14, et donc beaucoup de sionistes, beaucoup de bundistes parmi eux, avec notamment le maintien de la langue yiddish dans les quartiers de New York, des spectacles en yiddish, le journal Vorwärts et des bases militantes solides, proches des démocrates ou de la centrale syndicale CIO. Donc, un mouvement qui restera très fort, on va dire même au-delà de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 60-70, avant que les Juifs ne se fondent bien davantage dans la société américaine. Alors le sionisme, oui, le sionisme, c'est le retour des Juifs à la terre d'Israël, sans attendre le Messie, donc un mouvement hostile comme les précédents dont on a parlé, hostile à la religion, qui apparaît comme repliée sur elle-même et simplement le maintien de traditions plus que vieillissantes. Et ce sionisme se présente comme un mouvement, ce qu'il est nationaliste, mais révolutionnaire également, notamment chez les sionistes socialistes qui, dans le Yishuv, prennent très vite une part essentielle et qui réussissent peu à peu grâce à l'action de nombreux militants, à conquérir non pas des bases fortes en Europe occidentale et aux États-Unis,
mais qui savent parler aux Juifs sur place, qui acceptent assez vite, surtout après la déclaration Balfour, de mettre de l'argent pour soutenir le mouvement. Mais pendant très longtemps, il faut bien voir que le sionisme a été minoritaire dans les masses juives parce qu'il était combattu par à peu près tous les autres, combattu par les tenants de la tradition, même si assez vite il y a eu des sionistes religieux dès les années 1900, autour de quelques rabbins, et le rabbin Kook en Palestine joue un rôle essentiel, mais des rabbins comme Moïse Lever en Roumanie. Mais globalement, les juifs religieux sont hostiles au sionisme, puisque le sionisme déclare tout simplement qu'il n'y a pas besoin d'attendre le Messie. Le Messie, c'est nous qui sommes le Messie si on arrive à construire la terre d'Israël. Donc, les religieux sont contre, tous les assimilationnistes sont contre, et les assimilationnistes dominent en Europe occidentale et aux États-Unis. Les tenants du socialisme traditionnel également, les communistes, n'en parlons pas, les bundistes s'engueulent en permanence avec les sionistes. Donc les sionistes sont assez isolés, même si, encore une fois, avant 14 en Russie, ils touchent les masses juives assez fortement. Et c'est eux qui vont imprimer, très vite après la mort de Herzl, qui vont imprimer leur point de vue au mouvement sioniste. Oui, puisque pour Herzl, ce n'était pas eux le but. Le but, c'était les judaïtés d'Occident. C'est pour eux qu'il avait écrit l'État des Juifs, et il est tout ébahi de voir il est reçu comme le Messie, précisément, parmi les masses juives d'Europe de l'Est. Alors que Herzl voulait tenir le premier congrès sioniste à Munich, et ce sont les Juifs allemands qui l'en ont empêché. Oui. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les Juifs étaient assimilationnistes, même si les premiers dirigeants, après la mort de Herzl, sont des Juifs allemands. La majorité et la base du sionisme, ce sont des Juifs russes et polonais et roumains, alors, indéniablement. Je voudrais insister juste un instant sur la dimension révolutionnaire du sionisme, qui va au-delà de l'aspect national ou nationaliste. Il y a toute une volonté de créer un non-juif nouveau. Là, dans cette tentative héroïque de création de non-juifs nouveaux, il y a une dimension révolutionnaire évidente. Il y a aussi la volonté de renverser la pyramide sociale de juifs sur sa base, et donc de faire de la Palestine un État socialiste. Et ça passe par la révolution. Il y a une dimension révolutionnaire dans le sionisme, et qui commence d'ailleurs parce que tu as dit, la révolte contre la tradition rabbinique et la volonté de créer une polité juive par des moyens terrestres. Ça, c'est révolutionnaire. Oui, et ce n'est pas un hasard si très vite ce sont les socialistes qui sont à la tête du mouvement sioniste, notamment en Palestine, avec la création des mouvements ouvriers, y compris même des mouvements ouvriers religieux, puisqu'on trouve des kibbutzim religieux. Mais s'ils dominent le sionisme, ils ne sont pas les seuls. Il y a des sionistes religieux, pas tous révolutionnaires sur le plan social. Il y a des libéraux. C'est ce qu'on appelle les sionistes généraux, qui sont effectivement des libéraux et qui ne se reconnaissent pas dans le sionisme d'un socialiste, d'un Ben Gurion, d'une Golda Meir et des autres. Donc, cette dimension révolutionnaire, elle n'est pas complètement inhérente au sionisme. Le sionisme est un mouvement national qui suit un peu, je dirais, les tendances idéologiques de son époque, et son époque est plutôt marquée par une tendance poussant vers la gauche, social-démocrate ou communiste, mais c'est d'abord un mouvement national qui est ouvert à d'autres. Et puis après la Première Guerre mondiale, on aura affaire à qu'on appelle les révisionnistes, avec Jabotinsky et un mouvement nationaliste dur.
Certains ont parlé de fascisme. Moi, personnellement, je m'y refuse. C'est pas du fascisme, Jabotinsky. Et l'homme était plus intelligent et plus brillant que ça. Mais il n'était pas le moins du monde socialiste, tourné vers la propriété collective des moyens de production. C'était pas son objectif. Non, c'était un libéral bourgeois et sur les marges de ce mouvement, il y avait quand même quelques fascistoïdes. Mais ça, Oui, mais c'est pas lui. Autour pas de lui. lui, il y a eu effectivement quelques fascistoïdes. Il a admiré Mussolini à un moment dans les années 20, mais Churchill aussi, après tout. Donc, faut pas faire de Jabotinsky lui-même effectivement un fasciste. Qu'il y a eu quelques fascistoïdes autour de lui, oui, et il y en a, ça a perduré. Mais c'est pas. Si on voit ça comme un mouvement fasciste, à mon avis, on comprend rien. Non, non, tu as parfaitement raison. Alors, euh, juste pour avancer un tout petit peu, tu dis très justement que le sionisme était un mouvement ultra minoritaire au sein du peuple juif en général. Eh bien, il y a un moment où il devient majoritaire. Il devient majoritaire parmi ceux qui restent du peuple juif. Ah, oui. Alors, il devient majoritaire naturellement après la Shoah, parce que même entre les deux guerres, il suscite des sympathies chez de nombreux juifs en diaspora. Des gens comme Léon Blum se sentent proches du sionisme et sont d'accord pour l'aider. Les juifs américains, qui ne sont pas tous socialistes, loin de là, sont prêts à l'aider aussi. Mais il a toujours contre lui les bouddhistes, qui sont, comme je disais, encore forts dans certains pays, les socialistes et les communistes. Ce qui va changer la donne, c'est naturellement la Shoah. Les bundistes sont massacrés, les masses bundistes par Hitler, les leaders par Staline, comme ça le travail est achevé, et beaucoup d'autres juifs disparaissent, quelle que soit leur tendance, ce qui fait que après la guerre, le sionisme apparaît comme une solution pour les juifs, non pas une solution pour eux-mêmes, pour beaucoup de juifs, parce qu'en Occident, les Juifs ne vont pas partir comme un seul homme en Israël, mais avec un soutien idéologique très fort des masses juives qui, pour autant, ne quittent pas leur pays, les Juifs français, au moment de la création de l'État d'Israël. Mon grand-père avait donné de l'argent et avait collecté de l'argent pour un petit coucou pour la Midler israélienne. Bon, il y est arrivé, mais les Juifs de France pensaient leur plaie et voulaient se réintégrer dans la société française. Les Juifs américains ont donné de l'argent, mais ça n'a pas été plus loin. Quant aux Juifs russes, ils étaient coincés sous Staline. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est d'accueillir Golda Meir quand elle était ambassadrice du jeune État d'Israël à Moscou, de lui faire fête, ce qui a inquiété beaucoup Staline et ce qui a renforcé son antisémitisme. Donc, le sionisme est devenu le mouvement numéro un après la guerre, avec en plus quelque chose, quand je l'explique aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre. Tu parlais de l'homme nouveau, ce qui signifiait qu'il y avait dans le mouvement sioniste une forme de mépris à l'époque, dans les années 40-50, 40-50, oui, à propos de la diaspora, à propos de la Shoah, et beaucoup d'Israéliens, y compris et surtout les dirigeants, pensaient d'abord homme nouveau plutôt que la diaspora, sa vie et ses valeurs. Quand j'explique ça dans des réunions, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas et ils ne voient pas qu'il y a eu un changement qui a été voulu par les dirigeants au moment du procès Eichmann, où là, la Shoah est apparue comme quelque chose d'essentiel et de fondateur, permettant de justifier aussi l'existence de l'État d'Israël
Et donc, là, il y a eu un rapprochement. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Et l'homo novus israélien n'appréciait pas le juif ancien de la diaspora, qu'il soit religieux avec ses papillotes ou bien qu'il s'habille à l'occidental avec une cravate, que comme les dirigeants iraniens d'aujourd'hui, les dirigeants israéliens de l'époque rejetaient. Merci pour la. Je rappelle que l'enfance, enfin, de l'adolescence, quand on traitait quelqu'un de savon, de savon, ça veut dire que c'était une mauviette. Et tu vois l'origine atroce de cette affaire-là. C'était comme ça. Il y avait un véritable mépris. Et tu as raison de le souligner, c'est le procès Eichmann, le peuple d'Israël. On n'avait pas encore la télévision, mais la radio était là, on écoutait sans arrêt. Le peuple d'Israël a compris ce que c'était la Shoah et du coup a redécouvert en quelque sorte la diaspora. Il y a eu un phénomène de ce que j'appelle la réjudaïsation de l'État d'Israël. Ça a pris du temps. On est allé peut-être trop dans l'autre sens, mais ça, ce moment était important. Alors, pour en revenir au militantisme, qui est tout de même notre sujet, comment il se traduit donc après la césure de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah? Que reste-t-il à ce moment-là du militantisme juif en diaspora et en Israël aussi? Il reste beaucoup de choses encore, mais des choses qui se transforment. Le communisme, le communisme réussit ce tour de force d'éloigner de lui beaucoup de juifs en raison de l'antisémitisme stalinien. Moi, dans ma famille, qui était plutôt sympathisante du mouvement communiste, on a coupé les liens au moment du procès des blouses blanches, donc en 1952. Là, beaucoup de juifs ont compris que le mouvement communiste et stalinien était antisémite. Donc, au revoir. Il n'empêche que dans un pays comme la France, le Parti communiste avait recruté beaucoup de juifs pendant la guerre avec la MOI, la main-d'œuvre ouvrière immigrée, et qu'il continuait à avoir beaucoup de juifs proches de lui, notamment des jeunes. Et de dirigeants. Et de dirigeants. Et des dirigeants. Alors, on connaît Fitterman, on connaît Krasuki pour la CGT, des dirigeants juifs, mais aussi d'autres complètement antisémites, Gaston Plissonnier ou Benoît Frachon, qui était marqué par un antisémitisme assez fort. Moi, je me souviens des titres de l'Humanité où, quand on voulait parler du capitalisme, on parlait des Rothschild et de Dassault. Bon, d'accord, mais pas les autres. Pourquoi Rothschild et pourquoi Dassault? Il y a en France, traditionnellement, un antisémitisme ouvrier qui remonte au 19e siècle et le Parti communiste appuyait là-dessus. Donc, il y avait encore un mouvement et des juifs proches du Parti communiste. En Europe de l'Est, ça a été le cas aussi. Ça a été le cas en Pologne. Ça a été le cas même en Allemagne de l'Est, où des survivants ont joué un rôle important dans le Parti communiste est-allemand, Markus Wolf, en Pologne avec des gens comme Zambrowski et d'autres. Donc, ça existait encore. Le Parti socialiste, les partis socialistes étaient aussi peuplés de pas mal de juifs. Les trotskistes, petite formation au pluriel, groupusculaire, étaient dirigés par des juifs. Mais à côté de ça, on voit un glissement vers la droite parce que les juifs s'embourgeoisent. C'était déjà le cas un peu dans l'entre-deux-guerres, où un de mes amis, Alain Skusfeld, qui dirige le groupe de cinéma UGC, me disait que son père était croix de feu. Les Croix de Feu, contrairement là aussi à ce qu'on dit, c'était pas un mouvement fasciste,
C'était un mouvement qui voulait un exécutif fort, mais s'il y avait sans doute quelques antisémites dans leur rang, ce n'était pas le cas du colonel de la Roque, qui faisait dire par l'aumônier juif des Croix de Feu, un certain rabbin Kaplan, qui faisait un office à la synagogue tous les ans pour les anciens combattants juifs. Donc, il y avait déjà un glissement à droite, mais ce glissement à droite se poursuit après la guerre. En France, on a un président du Conseil d'origine pied noir, René Maillère, qui est tout sauf un homme de gauche. Alors, le militantisme à droite, c'est quelque chose de plus faible qu'à gauche parce que les partis de droite ne sont pas organisés en masse militante. Ce sont des notables qui dirigent, mais ça existe. Aux États-Unis, c'est également le cas et ça aboutira au mouvement des néoconservateurs qui a été fondé par Léo Strauss, et on trouvera autour de Bush des Richard Perle, des Wolfowitz et quelques autres. Donc, moins à gauche, des juifs qui vont plus à droite, et puis d'autres qui vont vers des causes humanitaires. Ce qui est frappant, c'est les mouvements des French Doctors, qui sont à la tête de ce mouvement, Bernard Kouchner et Ronnie Broman. Donc, et derrière, également beaucoup de médecins et de soignants juifs qui partent en Afrique ou ailleurs et essayer de sauver les gens. De même, aux États-Unis, les juifs suivent et soutiennent fortement le mouvement de la NAACP, donc les mouvements de Martin Luther King, et beaucoup de juifs sont assassinés, enfin plusieurs juifs, beaucoup de juifs, il ne faut pas exagérer, mais plusieurs juifs sont assassinés par le Ku Klux Klan parce qu'ils participaient à ces mouvements. Donc, à cette époque, une tendance vers l'humanitaire. Alors, ça ne veut pas dire que l'extrême gauche n'existe plus chez les juifs. Je voudrais introduire, si tu permets, un petit addendum belge, puisqu'on est dans un contexte belge. Un ami belge qui s'appelle Arnaud Bozzini a fait une thèse, il n'est pas juif du tout, a voulu faire une thèse sur le Parti communiste belge d'après la guerre. Et il s'est aperçu que la plupart des cadres, sinon tous, étaient juifs. Et donc, pour faire sa thèse convenablement, il a pris les Yiddish et il est allé pour pouvoir lire les archives. Et c'est un parti donc, qui était tout entier, ou presque tout entier, constitué de juifs, puisque c'est là qu'il trouvait une espèce une matrice pour renouveler la vie juive en Belgique. Et nous sommes ici dans un cadre qui a été créé par David Susskind, qui était lui un militant jusqu'à la moelle de ses os. Et David Susskind, ce qui m'a fasciné, entre autres, chez cet homme, qui était fascinant de toute manière, c'est le fait qu'il a réussi à se faire expulser des deux partis communistes. D'abord, du Parti communiste stalinien, et il est allé chez les Chinois, il a réussi à se faire expulser aussi du Parti communiste chinois. Tout ça pour dire qu'il y avait là un ferment que tu trouves ailleurs, évidemment, dans un pays comme la France, il y avait d'autres activités, d'autres cadres possibles. En Belgique, il se trouve que la resocialisation juive se fait beaucoup par le Parti communiste. Oui, c'est vrai. Mais enfin, le Parti communiste belge, il n'a pas joué le rôle qu'a joué le Parti communiste en France ou en Italie, par exemple. Il n'a jamais rassemblé 25 à 30% des électeurs à ses moments les plus forts, ni même 10%, je crois, à ses moments, au moment les plus bas du PCF ou du PCI. Ça rejoint ce que je disais sur les Juifs qui rejoignaient le Parti communiste et qui étaient très sensibles. Encore que je pense qu'on aurait trouvé des Juifs dans le Parti socialiste belge, mais je ne connais pas les détails. Donc, je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Mais ça rejoint effectivement le côté révolutionnaire, messianique qu'on a trouvé
chez beaucoup de socialistes, communistes, pardon, français. Donc, ça, c'est sûr. Mais donc, le communisme ayant connu les succès que l'on sait, les Juifs partent à différents moments. Ils partent au moment des blouses blanches, ils partent au moment de la révolte de Hongrie en 56, ils partent en 68 au moment du coup de Prague. Les Juifs polonais, eux, partent grâce à Gomulka en 68 également. Bref, les liens se distendent. L'URSS adopte une politique anti-israélienne et antisémite. Donc, très vite, ça ne joue plus un rôle. Mais en France, par exemple, ça aboutit chez les jeunes qui vont quitter l'Union des étudiants communistes à des mouvements trotskistes ou maoïstes, mais plutôt trotskistes pour les Juifs. Les Juifs n'ont pas été très nombreux en France dans le mouvement maoïste, mais davantage dans les différents mouvements trotskistes, et notamment à la Ligue communiste révolutionnaire, dont la plaisanterie la plus classique était de dire, naturellement, si on ne parle pas yiddish au bureau exécutif de la Ligue, c'est parce qu'il y avait Ben Saïd. Donc, la plaisanterie est bien connue. Et les leaders de mai 68 en France sont sur les 4 grands leaders. Il y a 3 juifs, Daniel Cohn-Bendit, Alain Gesmar, Henri Weber. Le 4e, c'est Daniel Sauvageau. Parfois, on se demande ce qu'il faisait là, quoi. Donc, maintenant, ça, Weber l'a reconnu dans ses bouquins, notamment le bouquin sur sa jeunesse. Lui, il est conscient parfaitement du côté messianique et de la part du messianisme juif dans le mouvement de mai 68, tout en reconnaissant naturellement que ça ne pouvait aboutir à pas grand-chose. Ça a permis des réformes en France, mais naturellement, on était bien loin de la révolution fantasmée, imaginée et fantasmée par certains. De même, on trouve... Est-ce que tu dirais que c'est grâce à cela que 68 aura été finalement très peu violent? C'est une thèse qu'on a entendue par rapport à l'Italie, par rapport à l'Allemagne. Alors là, d'abord, le mouvement en 68, il n'a pas débouché sur une trop grande violence grâce au préfet de police, Maurice Grimaud, qui a su tenir les troupes policières et les CRS pour empêcher les drames. Ça, c'est une chose. Je crois que c'est à lui qu'il faut rendre hommage. Il n'y a eu pratiquement pas de morts en France en 68. Du côté juif, les discours pouvaient être assez violents. Mais il n'y a pas eu de terrorisme comme en Italie ou en Allemagne, sauf action directe. Il y en a eu quand même, action directe, ça existait en France, et effectivement, là-dedans, il n'y avait pas de juifs. Il n'y a pas de juifs dans action directe, et même quand je discute avec des trotskistes, quand on échange sur action directe, ils reconnaissent bien volontiers que c'était des assassinats purs et simples, et que ça n'avait rien à voir avec la révolution. C'est pas en tuant le président de chez Renault, ou j'ai oublié le nom de l'amiral qui a été assassiné, qu'on fait la révolution. C'est absurde. C'est vrai qu'il n'y a pas eu la force qu'il y a eu dans la bande Abadère ou bien les Brigades rouges italiennes. Et il n'y a pas eu la violence que ça a représenté, quoi. Donc, je crois que là-dessus, est-ce que c'est le fait que ça soit des juifs Non, c'est une coïncidence. Non, c'est peut-être pas une coïncidence. Mais c'est peut-être pas non plus complètement conscient ou voulu. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas approfondi la question. Je ne sais pas. Alors, je voudrais, comme cela fait 50 minutes qu'on est là, que je voudrais quand même laisser la parole un peu à nos amis. Est-ce que tu pourrais
conclure en nous disant quelques mots, s'il y a quelque chose à dire sur le militantisme et la révolution chez les Juifs aujourd'hui. La révolution, plus personne ne parle de révolution. Les trotskistes dont on parlait tout à l'heure se sont reconvertis. Henri Weber, qui était un ami proche, a rejoint le Parti socialiste. Cohn-Bendit est un écologiste libéral. Jospin est resté socialiste pendant longtemps au Conseil de Paris. Jacques Sauvageau a été un leader syndical disparu il y a quelques années. Donc la révolution, c'est plus le sujet. Les Juifs aujourd'hui militent relativement peu, je dirais comme la population d'Europe occidentale. Le militantisme n'est plus ce qu'il était. La société d'aujourd'hui est une société individualiste, donc peu propice au militantisme. Et si des gens comme toi et moi ont pu, il y a 50 ou pas 60 ans, il ne faut pas exagérer, mais 50 ans, commencer à militer et continuer à suivre une voie militante, si on se retourne derrière nous, on voit relativement peu de jeunes. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, contrairement à ce qu'on dit, par la politique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de militer. Ils militent souvent, mais leur militantisme, c'est un militantisme à saute-mouton et ils passent d'une cause à l'autre. Ils vont aller défendre le climat pendant un certain temps, puis ils vont abandonner, puis défendre une autre cause, celle des migrants, par exemple. C'est un militantisme à saute-mouton parce que la vie moderne ne facilite pas ce militantisme. Souvent, on milite quand on est jeune parce qu'on croit à certains idéaux, et puis après, on est pris par la vie de famille, après, on est pris par la vie professionnelle, donc là, on cesse de militer, et c'est quand on est à la retraite, puisque maintenant, on peut être à la retraite et en bonne santé, je touche du bois, pendant longtemps, qu'on a du temps à consacrer à du bénévolat et à des formes de militantisme. Alors, on retrouve ça dans tous les mouvements. Les Juifs continuent à militer beaucoup dans des mouvements antiracistes, j'allais dire traditionnels, en France, comme la LICRA ou SOS Racisme, face à des mouvements antiracistes que je ne comprends plus et que la plupart des Juifs non plus, des mouvements indigénistes, racisés, qui prétendent que seuls les Noirs peuvent parler des Noirs et des souffrances des Noirs, que seules les femmes peuvent parler des souffrances et des discriminations contre les femmes, des mouvements qui nous laissent au moins perplexes, pour ne pas dire plus. Donc, un militantisme vieillissant. Alors, encore une fois, chez les jeunes, il y en a. Chez les juifs, il y a toujours. L'EJF rassemble pas mal d'étudiants juifs. La Viso continue à rassembler pas mal de femmes, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les mouvements de masse qu'on a connus pendant les 3/4 du XXe siècle. Merci beaucoup, Gérard. Je suggère que l'on prenne quelques questions. Sylvie, tu reprends le pouvoir. Oui, bien écoutez, si vous avez des questions à poser à Gérard Ringer, je vous demanderai de lever la main et j'ouvrirai votre micro. Donc voilà, avez-vous quelque chose Easy. Alors. Là, j'ai vu une remarque de Alexandre W à propos de ce que j'ai dit sur Grimaud, qui m'écrit « Peut-être Grimaud, mais surtout Pompidou, ex-prof de français, qui a contenu les services d'ordre. » J'en suis pas tout à fait sûr. Même s'il n'y avait rien de sanglant, bien évidemment. Il n'y avait pas le goût du sang chez Pompidou, ça c'est clair. Mais vraiment, la police a joué un rôle clé. Oui, Grimaud est le vrai héros de cette histoire, il n'y a pas de doute à cela. Oui. Reconnu d'ailleurs. Oui, Easy. Oui. D'abord, merci pour ton analyse et merci à Elie pour avoir relancé chaque fois le débat. Mais moi
effectivement, le militantisme juif a fort diminué, certainement dans les mouvements de gauche, mais les mouvements de gauche ont de moins en moins de militants, c'est d'autres causes aujourd'hui, comme tu l'as fait remarquer. Mais par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un invariant? J'ai été surpris, soit en début de cette semaine, soit fin de la semaine passée, d'un sondage aux États-Unis qui faisait remarquer que dans une enquête auprès des Juifs américains, malgré le soi-disant soutien inconditionnel de Trump à l'État d'Israël, il reste majoritairement et de loin favorable à un vote démocrate plutôt qu'à un vote républicain. Alors, il reste quand même quelque part un invariant qui est un espèce, peut-être en toile de fond, d'espoir messianique qui continue à être véhiculé. Alors je me demande aujourd'hui, les laïcs juifs étant majoritaires dans le monde juif, comment eux peuvent militer et véhiculer cet espoir-là sous une autre forme que de s'inscrire dans un parti politique aujourd'hui. D'ailleurs, enfin, le problème des partis socialistes européens, on le connaît, on le vit de près, il n'est plus mobilisateur et même d'une certaine manière, comme il est devenu de plus en plus attaché à gagner des votes où il se trouve, il préfère essayer ou soutenir en tout cas des populations qui luttent contre le racisme ou bien des populations même de l'islam qui confondent souvent juifs et Bibi Netanyahou, etc., etc. Enfin, c'est une réflexion que je me faisais. Oui, alors tu as raison, Izzy. Les traditions perdurent aux États-Unis. En 2016, 72% des Juifs ont voté Obama. Et je pense qu'on devrait trouver à peu près le même pourcentage cette fois-ci, quels que soient les prétendus amours de Trump pour Israël. Mais ça s'explique historiquement. Le Parti républicain est celui qui a fermé les voies de l'immigration avec le Johnson Act dans les années 20. Le Parti républicain était traditionnellement un parti pro-arabe parce que les magnats du pétrole et de la bourse cherchaient à s'entendre avec les monarchies pétrolières. Il y a eu des juifs républicains pas négligeables. Le concurrent de Johnson en 1964 s'appelait Barry Goldwater. Goldwasser. Donc ça existe. Il a fait un très mauvais score d'ailleurs. Il a été écrasé par Johnson. Donc ça existe, mais ça reste minoritaire et je ne pense pas que Trump conquiert beaucoup de voix juives. Sinon celle peut-être de communautés orthodoxes de Brooklyn ou de Williamsburg, et encore, c'est pas sûr. Donc là-dessus, tu as parfaitement raison. Pour le reste, oui, les Juifs doivent faire face à des défis nouveaux et ils ont du mal à y faire face, face à l'islamisme qui, en France comme en Belgique, tue. Les réponses ont du mal à apparaître. Les institutions juives se défendent, les pouvoirs publics sont derrière, et l'opinion publique, elle, est plutôt indifférente quand on tue des juifs, considérant que le problème entre juifs et musulmans, c'est un problème entre Zoulous et Papous, et même à Paris actuellement, dans le procès qu'on voit sur l'hypercacher et sur Charlie Hebdo, le côté antisémite du massacre de l'hypercacher passe au second plan. Et puis, sur des faits beaucoup moins graves, quand un abruti met des croix gammées sur les arcades de la rue de Rivoli, il est poursuivi pour dégradation de monuments publics, mais pas pour antisémitisme. Donc, il y a une indifférence
qui est réel en France. En Belgique, je ne sais pas, mais je crains que ça soit la même chose. Donc, les Juifs ont du mal par rapport à tout ça. Alors, le militantisme juif, spécifiquement juif, il existe encore, pas tellement dans l'Aliyah qui a existé en France, qui existe beaucoup moins, qui a existé en France très fortement entre 2015 et 2017, qui atteignait souvent 8 à 10 000 personnes chaque année. Là, le chiffre est retombé bien bas, mais qui existe dans des tendances du sionisme en Israël, peu en diaspora, les jeunes des collines et tout ça, les mouvements religieux nationalistes, commencé avec le Gush Emunim et puis qu'on retrouve dans le parti de Naftali Bennett. Tout ça existe et c'est vrai que ces militants sont véritablement des militants. On peut ne pas être d'accord avec eux et tous ceux qui nous écoutent et moi avec eux, on est bien d'accord pour dire qu'on est à l'opposé de tout ça, mais il faut prendre en compte le phénomène. Mais c'est quand même un phénomène, Élie, proprement israélien, ou essentiellement israélien. Merci. Y a-t-il d'autres? Ah, Ménia, oui. Il est muet. Tu peux activer ton micro parce que je n'arrive pas à l'activer, Ménia. Voilà. Voilà, super. Merci beaucoup pour cette belle leçon entre deux grands historiens. Donc, moi, j'ai appris beaucoup, surtout parce que parfois, on connaît les faits, mais on a du mal à suivre le fil rouge du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Moi, je voudrais, si vous permettez, sortir un peu du sujet même et profiter de votre position ici au sein de la représentation française du judaïsme, pour vous demander si la position... C'est ce que j'ai oublié français. Oui, pardon, excusez-moi, j'avais un trou. Et donc, votre position au CRIF, je voulais vous demander, vu de Belgique, le CRIF est vu comme prenant toujours pratiquement les positions du gouvernement d'Israël. Et je voudrais vous demander si vous pourriez un peu parler de comment se font les décisions au sein du CRIF. Je suppose que là, il y a des représentants de divers courants ou de diverses opinions. Est-ce que cette opinion du CRIF, cette politique, reflète, je suppose, reflète quand même la majorité parmi l'opinion publique juive en France. Mais alors, comment vous faites par rapport à un président Macron qui est quand même assez critique vis-à-vis de la politique israélienne? Un peu parler de la cuisine interne, si ça ne vous dérange pas trop. Merci. Non, on peut tout à fait le faire. D'abord, il faut bien voir. Alors, le rapport de force, on peut dire aujourd'hui que un tiers des Juifs continuent à être à gauche, mais pas davantage. Les Juifs ont voté en majorité Sarkozy en 2007 et même en 2012 face à Hollande, la majorité des Juifs a plutôt voté de ce côté-là. En 2017, les Juifs ont voté Macron ou Fillon. Quelques-uns ont voté, moins nombreux qu'on ne le dit, mais ça peut atteindre dans certaines régions 10 à 15%, notamment dans le Midi. Quelques-uns et quelques-unes ont voté Marine Le Pen sans barguigner. Donc,
les Juifs de France ne sont plus majoritairement à gauche. Ça, il ne faut pas se le raconter. Et le CRIF, qui rassemble toutes les organisations, ou la plupart des grandes organisations juives, reflète cela. Et donc, on a à peu près au CRIF un tiers des Juifs membres du CRIF à gauche, les autres au centre droit et quelques excités, on va dire. Ça, c'est le premier point. Pour le CRIF lui-même, le sujet clé aujourd'hui, c'est l'antisémitisme. Et donc, c'est là-dessus que tout le monde se retrouve sur la lutte contre l'antisémitisme avec l'appui complet des pouvoirs publics, qui n'est pas nouveau. L'appui complet des pouvoirs publics date pour le coup de l'époque Chirac, et beaucoup de Juifs ont quitté la gauche parce que au début des années 2000, quand concomitamment à la seconde intifada, il y a eu des incidents antisémites en France, malheureusement, le gouvernement Jospin a hésité à prendre les mesures et n'a pas compris le phénomène. Moi, je me souviens de Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, disant bon, c'est pareil que pour les flics, les pompiers, les médecins, et puis tout ça, c'est pas l'affaire Dreyfus. Oui, d'accord. Mais il y avait quand même des menaces sérieuses sur les Juifs. Jospin, qui, pas plus que Vaillant d'ailleurs, n'est antisémite le moins du monde, et Jospin est plutôt pro-israélien, n'a pas voulu, par exemple, au moment de la campagne électorale, n'a pas voulu, alors qu'il était au Havre, qu'il était à Paris, et qu'il y a eu des incidents un peu partout, notamment à Lyon, où une synagogue a été défoncée à coups de bélier provenant d'une voiture, n'a pas voulu se rendre dans une synagogue pour ne pas donner l'impression de cajoler un électorat confessionnel, alors que des gens autour de lui qui n'étaient pas toujours sympathisants d'Israël, et je pense à Hubert Védrine, lui disaient il faut que tu y ailles. Il n'y est pas allé. Jacques Chirac, lui, qui était au Havre. Moi, je l'ai supplié. Et il n'y est pas allé quand même. Jacques Chirac, lui, qui était au Havre, a demandé où était la synagogue. On a eu du mal à lui indiquer parce qu'au Havre, joli port de mer, il y a quand même très peu de Juifs. Mais on en a trouvé une, il a mis une kippa et il y est allé. Donc, tout ça a joué largement dans le transfert, avec des causes plus profondes, hein, l'embourgeoisement des Juifs. Donc, tout ça a joué un rôle dans le transfert vers la droite. Mais dans la lutte contre l'antisémitisme, depuis Chirac et Sarkozy, tous les gouvernements ont répondu présent. Donc, là-dessus, quand vous parlez de Macron, on s'entend très bien avec lui là-dessus. Alors, sur Israël, la position du CRIF n'est pas tout à fait celle que vous dites. Ce que vous dites a été vrai sous les présidences antérieures, notamment, je n'ai pas peur de le dire, sous celle de Praskier, qui avait le petit doigt sur la couture du pantalon par rapport à l'ambassade d'Israël. Et le CRIF était devenu une ambassade bis. Avec Francis Khalifa, je dirais que ce n'est pas le cas. Francis Khalifa vient de la droite et reste très à droite. Il vient du Bétar, il est au Likoud, on connaît ses opinions, mais il a deux grandes qualités. Un, il est intelligent, ça peut servir, et deux, il est pragmatique. C'est-à-dire qu'il sait que le CRIF est divisé sur la politique israélienne et que donc, sauf cas exceptionnel, on ne peut pas parler de politique israélienne. On peut lutter contre le BDS et contre tous ceux qui veulent combattre la légitimité d'Israël, mais prenez la newsletter du CRIF, vous trouverez très peu de choses sur Israël et encore moins de prise de position en faveur d'un tel ou d'un tel. Sur les lois qu'on peut largement discuter, notamment sur la loi sur la nation, le CRIF n'a pas pris position. Tout simplement parce que, je l'ai dit à Khalifa, il en est lui-même conscient, que je disais que c'était quelqu'un d'intelligent, il sait que si on commence à parler de ça, le CRIF va éclater. On ne va pas se mettre d'accord, on ne peut pas se mettre d'accord. Il y a les pro-Netanyahou, il y a les anti-Netanyahou, il y a les pro-Gantz, il y a les pro-Lapid, il y a les pro-tout ce qu'on veut. Et même
des gens comme moi pro-Meretz. Donc, là-dessus, on en parle peu. La seule exception qu'il y a eu, c'était sur Jérusalem, parce que là, il a pris position un peu trop fort. D'ailleurs, on lui a dit, pour l'initiative de Trump, parce que c'était Jérusalem. Bon, mais pour le reste, c'est beaucoup moins politique. pro-gouvernement israélien que cela a été du temps de Kuckerman et surtout de Prassier. Parce que aussi, encore une fois, l'antisémitisme est le problème numéro 1. Merci. Oui, Henri, tu peux réactiver ton micro parce que je l'ai... Non, on t'entend pas. Ah voilà. Oui, maintenant. Oui, c'est bon. Oui, ok. Bonsoir, Henri. Bonsoir. Une question que je pose à tous les deux. Je viens de passer d'ailleurs une heure formidable. J'espère que ça va continuer. Quand on prononçait le mot militant ou militantisme juif, automatiquement, c'était synonyme de militantisme à gauche. C'est normal, on comprend. Maintenant, la plus grande partie des Juifs se trouve en Israël. Et là, le vrai militantisme fort se trouve à droite. Est-ce que ça signifie qu'il suffit d'avoir une nation à soi pour que la balance tourne dans l'autre sens? Quand on est un prolétaire, quand on est faible, quand on est opprimé, on se bat pour le monde, y compris pour les Juifs. Bien sûr, il faut que toute la société change pour que les Juifs puissent respirer. Et dès qu'on a son pays, eh bien, on devient nationaliste comme tous les autres. Deuxième remarque, l'attitude du CRIF avant Gérard est à peu près l'attitude de toute l'union du CRIF mondial, que ce soit notre ami russe, les Américains, avec l'ODER. Leur préoccupation première, c'est Israël et depuis peu l'antisémitisme. Il n'y a que certains pays, certaines exceptions où la gauche pèse encore un peu, comme la Belgique, pour qu'on ne lise pas en permanence, effectivement, l'alignement des organisations juives sur Israël. Donc, il y a deux questions. Bon, je vais laisser Élie répondre à la première. Pourquoi tu es parfaitement qualifié pour le faire? Non, je pense que c'est en partie vrai, si tu veux. Le militantisme a été de gauche, effectivement, puisque les Juifs étaient opprimés. Mais il était de gauche aussi à Israël pendant très longtemps. Gérard l'a bien dit. Il est devenu de droite depuis peu, finalement. Il y a un véritable militantisme de droite, voire d'extrême droite, depuis le réveil du messianisme, du néo-sionisme messianique dans la foulée de la guerre des 6 jours et surtout de la guerre du Kippour. Et là, oui, il y a un véritable militantisme de droite ou d'extrême droite. Alors, il a existé aussi avant. Il y a eu des militants de droite type Cherut avant, mais le véritable militantisme est aujourd'hui à droite. Et la grande affaire, ce n'est pas qu'il y ait militantisme de droite, c'est qu'il n'y a plus de militantisme de gauche, ou très peu, pour des raisons diverses. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans. Mais ton sentiment, Henri, est vrai. Le problème, ce n'est pas qu'il y a eu un mouvement de balance, de balancier, c'est qu'il n'y a plus d'un côté gauche du balancier, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde parce que le mouvement travailliste s'est effondré, parce que la tâche historique de ce mouvement qui était de créer l'État et de créer ces structures sociales et économiques a été épuisée. En fait, le travaillisme a été victime de deux choses. D'abord de son succès. Il est resté une idéologie un peu vide de contenu. Deuxièmement, du fait qu'il a été au pouvoir pendant un demi-siècle. Il ne faut pas oublier, les travaillistes ont été au pouvoir des années 30
en diaspora, enfin dans les Yishuv et en diaspora, avant même la création de l'État, et jusqu'au renversement de mai 1977. Et donc, il y a une espèce d'épuisement du mouvement travailliste, et là-dedans s'est engouffrée la droite, et surtout les néo-pionniers de l'extrême droite messianique religieuse. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire l'énergie messianique qu'évoquait Gérard tout à l'heure s'est investie depuis dans ce qui était auparavant la 5e roue de la charrette sioniste. Il n'était rien. Et ils sont devenus tout, puisqu'il n'y a plus personne en face. Moi, je pense que ça explique comme ça. C'est pas tellement... Oui, excuse-moi. Non, je t'en prie, termine. Bon, je pense qu'il y a là... il n'y a pas de fatalité, si tu veux. Ce n'est pas parce que les Juifs sont majoritaires chez eux et qu'ils ne sont plus persécutés en tant que tels qu'il n'y a plus de militantisme de gauche. Je pense que quelque chose s'est passé à l'intérieur de ce peuple qui fait que le militantisme de gauche est épuisé et que sa place a été, hélas, prise par le militantisme de droite, voire d'extrême droite, de néo-sionistes messianiques. Oui, je crois qu'il y a 3 ou 4 facteurs qui expliquent le glissement à droite de la société israélienne, Henri. Le premier, c'est qu'il y a, comme le disait Elie, la réussite du Parti travailliste, c'est-à-dire un enrichissement et un embourgeoisement relatif d'une bonne partie des Israéliens. Et à partir de là, on est nettement moins révolutionnaire. Je pense à un dessin de Kishka qui montrait sur un immeuble dans les années 40-50 un drapeau rouge. À partir des années de la création de l'État d'Israël, un drapeau rouge et un drapeau israélien. Et à partir des années 70, une antenne de télévision. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a quand même un embourgeoisement. La seconde cause, pour moi, du glissement à droite de beaucoup de militants de gauche, ça a été la deuxième intifada, avec son cortège d'horreur. Autant beaucoup d'Israéliens ont cru à Oslo, autant après la seconde intifada, ils n'y ont plus cru. Et ils ont estimé que les Palestiniens ne comprenaient rien, on ne pouvait rien faire avec eux. Et donc, ça ne les a pas incités à aller à gauche. La troisième cause, ça concerne les populations séfarades qui sont tombées largement par manque de culture politique pour la plupart, notamment les Marocains, sont tombés largement dans le panneau populiste du Likoud et contrairement aux militants polonais ou russes, ils n'ont pas de culture politique. On peut penser ce qu'on veut du marxisme, mais une fois qu'on a lu un peu tout ça, ça permet une certaine compréhension du monde politique. Les séfarades venus d'Afrique du Nord, je ne fais pas d'essentialisme là-dessus parce que ce n'est pas le cas des séfarades grecs ou égyptiens qui, eux, avaient souvent une vraie culture politique. Mais les séfarades d'Afrique du Nord, notamment les Marocains, ça a donné les bases du Likoud. Vous rajoutez à cela un phénomène qu'on voit à l'échelle mondiale, c'est-à-dire un renouveau religieux. Et voilà, Henri, pourquoi ta fille, elle est muette, et que donc on se retrouve avec une société qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a connue encore dans les années 60, au début des années 70. Bon, est-ce qu'on vous a assez désespéré? Je vois qu'Henri a poussé sa barbe aussi. Mais voilà, moi c'est une barbe. Là, et puis il y a Jean-Jacques après. Voilà. Non, juste, vous entendez là? Oui. Salut David. Bonjour Élie, bonjour Gérard, enfin bonsoir plutôt. Non, je veux réagir juste sur ce que tu dis là sur le militantisme, enfin je parle en Israël en tout cas, de la jeunesse qui est plus à droite qu'à gauche. Je crois que c'est ce que tu as décrit, Gérard, c'est vrai, c'est un processus historique depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que c'est un peu court parce que les choses évoluent et on peut constater que c'est plutôt une faillite du politique, de façon générale, plutôt qu'une faillite du militantisme. C'est-à-dire que les partis de gauche n'attirent plus, d'abord par absence de messages clairs. Le Parti travailliste
depuis, on peut dire, les années 80, depuis qu'il a perdu le pouvoir après l'arrivée de Begin au pouvoir, n'a fait que copier les messages de la droite pour essayer d'attirer un électorat, et il n'a pas eu un message très clair sur le plan d'un programme ou d'idées très précises. Il y a eu quelques sursauts, notamment à l'époque d'Oslo avec Rabin, mais globalement, il n'y a pas eu vraiment de leader qui a pu ni attirer, ni un message politique clair qui pouvait attirer et se différencier de la droite. Donc ça, c'est un phénomène qu'on peut constater. Mais en contrepartie, l'absence du militantisme dans les mouvements politiques a été compensée par un fort militantisme dans la société civile. Et ça, c'est une caractéristique très forte de la société israélienne, par le nombre d'ONG où on voit des gens et des jeunes et des moins jeunes aussi être présents à la fois sur la problématique du conflit, mais pas que sur la politique du conflit. C'est très typique de la société israélienne que je ne trouve pas, dont je ne trouve pas d'équivalent, notamment en France ou ailleurs. Il y a effectivement en France, on reste encore dans des cadres politiques ou même des associations contre le racisme, etc. Donc, c'est quand même politique, tandis que là, on est dans une société civile qui se démarque et qui agit et qui n'attend plus d'initiatives politiques. Et puis, par ailleurs, les manifestations qui se passent en ce moment aussi en Israël, Elie pourra plus développer là-dessus que moi, on constate une présence de plus en plus de jeunes, ce qui n'était pas le cas avant, et des jeunes plus politisés, enfin ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis en témoigne. Et donc, ça montre bien que la flamme n'est pas tombée, simplement, elle se cherche. Je pense qu'on est dans une phase de transition. Le rejet de Netanyahou au sein d'une population de plus en plus importante en Israël, notamment de la jeune, et aussi des séfarades, parce que là aussi, les séfarades évoluent. Il y a un des leaders, je ne me rappelle plus de son nom, là, le cousin de Ohana, le ministre de l'Intérieur, qui est un des leaders de la contestation. C'est un pur Marocain, et il y en a d'autres. Donc, les choses évoluent. On peut constater que simplement qu'à partir du moment où cette classe sociale d'origine orientale est montée dans l'échelle sociale israélienne, ce qui est le cas maintenant, il y a une classe intermédiaire et bourgeoise d'origine orientale, et elle est beaucoup plus capable, en tout cas, de se mobiliser sur des thématiques politiques de gauche ou reprendre ces messages-là. L'électorat de Netanyahou reste toujours les classes populaires qui sont certes dans les villes de la périphérie, mais les classes pauvres. Ce ne sont pas les classes moyennes et élevées, en tout cas. Voilà, donc je crois qu'il faut constater ces évolutions et surtout prendre note de cet fort engagement dans les sociétés civiles à cause de la faillite du politique. Bon, ce que tu dis, c'est largement vrai et ça permet de répondre à la question de Elie. Est-ce qu'on se suicide tout de suite ou on attend encore un peu? Bon, on peut encore attendre, je suis d'accord. Mais malgré tout, les mouvements que tu décris ne vont pas beaucoup vers le politique. Ils rejoignent les mouvements un peu de la société civile, les mouvements humanitaires dont je parlais tout à l'heure. Le Meretz, qui représente la vieille tradition de gauche, ne représente plus que 5 députés. Et je ne suis pas sûr qu'aux prochaines élections, il les ait. Tous ces mouvements dont tu parles aujourd'hui contre Netanyahou, de même que le mouvement social qui avait eu en 2011 boulevard Rothschild contre les loyers, n'ont pas trouvé de traduction politique. Et s'il n'y a pas de traduction politique, c'est souvent des feux de paille. Hein. C'est le risque que l'on a. Alors, si je peux juste ajouter un mot, parce que je crois que tu as raison pour 2011, mais pour ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt David qui a raison. Et quand on participe à ces manifestations, on s'aperçoit que ce sont de véritables mouvements politiques. Ce qui n'est pas le cas en 2011. Ils s'en défendaient. Ils disaient « nous sommes apolitiques ». Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec la fille qui était l'égérie du mouvement. Il disait, mais nous ne sommes pas politiques, et si tu n'es pas politique, dans 2 semaines, tu ne le seras plus. Parce qu'effectivement, mon mouvement politique, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après l'assassinat de Rabin, avec la jeunesse des bougies. Il n'y a eu personne pour faire de ce véritable mouvement un mouvement politique. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de tête d'affiche, si tu veux. Mais les gens qui manifestent, et il y en a beaucoup, et sans arrêt, ce sont des véritables mouvements politiques. Eux ne se cachent pas, ils ne disent pas nous ne sommes pas politiques. Nous sommes politiques, nous voulons nous débarrasser de
de Netanyahou, nous voulons nous débarrasser de la corruption. Ça, c'est politique. Alors, la vraie question, c'est ce que tu dis. Est-ce qu'il y aura quelqu'un capable de transformer cela en véritable parti, mouvement, quel que soit pour pouvoir peser sur pour pouvoir aller aux élections. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, je n'en suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que nous assistons au début de la fin de Netanyahou. Ça, il ne peut pas être comme ça. Et après, tout sera possible. Un mot sur la dimension séfarade ou orientale, comme on l'appelle chez nous. Alors, ça a été vrai dans les années 70, dans les années 80. Ça l'est évidemment de moins en moins parce qu'ils ont été socialisés et parce que dès la périphérie est montée une classe politique qui est active. Et aujourd'hui, avec l'embourgeoisement relatif, nous n'en sommes plus là. C'est-à-dire que la lecture communautaire, c'est ce que la droite essaie de faire, de lire tout cela avec des lunettes communautaires, parce que c'est ce qu'elle veut. C'est nous qui vous défendons. Et c'est comme ça que le millionnaire de Rehavia se pose en défenseur des classes pauvres séfarades. C'est grotesque, mais c'est comme ça. C'est exactement le même phénomène qu'aux États-Unis, où Trump passe pour le défenseur des classes paupérisées américaines. C'est grotesque, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le populisme. Non, je ne dis pas qu'il faut se suicider, en tout cas vraiment pas tout de suite. Il y a encore de la marge et je ne suis pas désespéré. Je crois qu'on finira quand même par y arriver. Ça prendra un peu de temps. J'ai déjà des je suis d'accord avec toi. Jean-Jacques Speyer qui voulait poser une question. Oui, juste un mot. Je suis d'accord sur la fin de Netanyahou. Mais si c'est pour avoir Naftali Bennett à la place, on ne gagnera pas nécessairement au change. Bon, ça c'est vrai, ça aussi. Voilà, j'ai une question qui est un peu dans le sillage de ce que j'entends ici, le début de la fin de Netanyahou. Il se fait qu'au sein des institutions européennes, on est supposé critiquer la politique israélienne pour être politiquement correct. Et au point où un pays, je crois que c'est la Slovénie, qui veut adhérer comme nouveau membre, comme s'il n'y en avait pas assez, et qui est plutôt pour Israël, eh bien, a quelques chances de ne pas être accepté au sein de la communauté. Alors, ma question est, que fait-on pour essayer de juguler ce phénomène en diaspora? J'allais dire pour protéger les Juifs, s'il y en a encore. Bien sûr qu'il y en a. Et donc, j'essaye de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est plutôt dans le futur que je regarde. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce n'est pas la Slovénie, c'est la Serbie. Hein. C'est la Serbie, oui. Voilà. La Slovénie est membre de l'Union européenne. Oui, alors, c'est vrai que je ne partage pas du tout le point de vue de Netanyahou, mais j'ai été choqué quand même par l'attitude de Borrell, le responsable des affaires étrangères de l'Union, quand il a dit que si la Serbie et le Kosovo installent leur ambassade à Jérusalem, ce sera un obstacle pour leur intégration dans l'Union européenne. J'ai trouvé que c'était un peu fort de café. Alors, changer cette attitude politique qui est celle de la doxa européenne, qui est celle des médias, qui est celle de l'opinion publique, c'est très compliqué. Je ne sais pas ce qui va sortir des accords dits Abraham, en dehors des aspects bilatéraux qui sont positifs. Je ne sais pas ce qui va en sortir à terme. Est-ce qu'on va vers une solution à un État avec tout ce que ça comporte? Est-ce qu'on va vers l'apartheid ou est-ce qu'il y a encore la place pour une solution à deux États? Moi, j'attends maintenant, puisque je n'attends plus rien de Netanyahou depuis longtemps, et si c'est Naftali Bennett, encore moins, j'attends que les Palestiniens comprennent que le monde a changé et qu'il va falloir ne pas se contenter de dire non et de pratiquer la politique de la chaise vide. Il va falloir qu'ils adoptent une stratégie pour pouvoir se faire entendre et défendre leurs droits, parce que je trouve qu'actuellement, ils les défendent mal. Alors, ils sont divisés et ils essayent de se rabibocher
entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Mais c'est à eux de définir une autre stratégie parce que sinon j'ai peur qu'ils soient encore laminés, quoi. Enfin, Élie et David, on a autant à dire que moi là-dessus. Tu veux dire quelque chose, David? Moi, je pense que là, contrairement à beaucoup d'amis de gauche, je pense que les accords avec ces États du Golfe sont bons. Oui. C'est bon à prendre. Oui. Tout ce qui va dans le sens d'une entente avec notre environnement arabe est une bonne chose. Et le seul problème étant que les Palestiniens sont toujours là, ils seront là demain. C'est-à-dire que attendre que les Palestiniens deviennent des Finlandais, comme disait l'autre, ce n'est pas une solution, puisque c'est notre problème, ce n'est pas seulement le leur. Alors, il faut, et ça, moi, ce sera mon mot de la fin. Je viens de publier un papier dans Le Point là-dessus, puisqu'on parle de plus en plus, de solutions à un État. Il n'existe pas de solution à un État. Oubliez ça. C'est une illusion d'extrême gauche et d'extrême droite. C'est une pure vue de l'esprit. Il n'y aura pas de solution à un État, pas seulement parce que c'est une catastrophe, c'est une recette de guerre civile, mais parce que les Israéliens n'en veulent pas. Ça n'existe pas. Donc, l'alternative n'est pas entre deux États ou un État. L'alternative est entre deux États. Et ce que nous avons aujourd'hui, avec à terme la transformation de ce que nous avons aujourd'hui à un État binational de fait, où nous serons à terme minoritaires. C'est l'alternative entre une solution à deux États ou la fin de l'État d'Israël. Ça, il faut bien comprendre ça. La fin de l'État d'Israël, pas physiquement, mais la fin de l'État d'Israël, où toi, moi et nos amis ici pourraient respirer, pourraient vivre. Et nous n'avons pas créé un État juif pour nous retrouver avec une Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Et donc, si ce que je demande à mes amis juifs de la diaspora, c'est dans la mesure où ils nourrissent cette illusion, c'est de savoir qu'il s'agit d'une vue de l'esprit et d'une vue de l'esprit mortifère. Alors, il y a ceux qui disent, de toute façon, c'est terminé. Il n'y aura plus de solution à deux États, il suffit de regarder une carte. Tout ça, c'est anhistorique. C'est-à-dire, il n'existe pas de situation irréversible. Et ce qui a été fait peut être défait. Et je ne désespère pas d'avoir une solution à deux États. Et si jamais je t'ai persuadé un jour que cela ne peut pas se faire, eh bien moi qui suis un sioniste classique, patriote et tout, je prends ma femme, mes enfants, mes petits-enfants et mon chien et je viens en Belgique ou en France ou n'importe où. Je ne reste pas dans un pays comme ça. Ça, il faut bien le comprendre, ça. Donc, arrêtez de parler en tout état de cause. Arrêtez de parler de la solution à un État. Ça n'existe pas. On est d'accord et je pense que David est d'accord aussi. On mène ce combat-là, mais effectivement, c'est pas facile tous les matins. Mais je pense que c'est d'abord aux Palestiniens de se retrousser les manches maintenant et de s'organiser pour trouver des réponses à cette politique de Netanyahou. La politique de la chaise vide n'est pas une solution. Ça, je suis d'accord. Une question à poser. Ajouter un point avant, vous permettez. Je suis d'accord avec, évidemment, Élie et Gérard, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même pas un sujet en Israël. On en parle des fois ici dans certains cercles, en Europe, mais en Israël, ça concerne vraiment une minorité de gens qui réfléchissent en termes de deux États ou un État. Il y a toutes sortes de formules auxquelles certains intellectuels pensent, mais ce n'est pas le sujet. Tant qu'on ne sera pas débarrassé de Netanyahou, on ne peut pas penser à autre chose. Je crois que la société israélienne, depuis des années, est verrouillée par cette division interne pour ou contre Bibi. Et tant qu'on ne s'est pas débarrassé de lui, je crois qu'il a, par tout ce qu'il a fait depuis des années, il a bloqué tout processus interne de réflexion, de rénovation interne sur tous les plans, social, politique, etc. Je crois que c'est ça l'axe majeur. C'est exact. J'ai deux questions à poser. Oui, allez-y. On les prend, ce sont les deux dernières? Les deux dernières. D'accord. Est-ce que Netanyahou est-il
le seul dans son parti? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes du Likoud qui peuvent décider que on choisit un autre dirigeant? Deuxième question, est-ce qu'on peut former un État jordano-palestinien entre deux entités arabes? Écoutez, tant que Netanyahou, je serai vraiment très bref, tant que Netanyahou est là, il n'y a personne d'autre que lui. Il a transformé son parti. Pardon? On ne m'entend pas? Non, si, mais j'avais coupé son micro. Je vais le rouvrir. Voilà, allez-y. Il est indétrônable. Dans son parti, il n'y a que Netanyahou. Je ne dis pas qu'il est indétrônable, je dis que tant qu'il est là, tant qu'il n'a pas été détrôné, que ce soit par la justice ou autrement, pour l'instant... Oui, il a beaucoup de casseroles judiciaires. Voilà. Tant qu'il est là, il y a personne d'autre, parce qu'il faut bien comprendre, il a transformé le Likoud en un culte dédié à Netanyahou. Il a fait du Likoud ce que Trump a fait... Netanyahou, c'est moi. Voilà. Le Likoud, c'est moi. Il a fait du Likoud ce que Trump a fait du Parti républicain. Et donc, c'est pour ça que David a raison. Tant qu'il est là, lui parti, beaucoup de choses peuvent se passer. Il y aura du mouvement. Tant qu'il est là, il occupe une telle place au Likoud et au cœur de l'échiquier politique qu'on ne peut absolument rien faire. La deuxième question, je dirais, à la limite, je m'en moque. On peut imaginer l'État palestinien, un État jordano-palestinien, ils feront ce qu'ils voudront. Le problème, c'est de libérer les Palestiniens de notre présence et nous libérer de la présence des Palestiniens. Les formules sont nombreuses. Moi, j'imagine même à la longue une confédération israélo-jordano-palestinienne. Tout est envisageable. Une confédération, c'est une alliance entre des États indépendants. Pourquoi pas? Ça aurait un sens. Mais ce qui est urgent pour nous, Israéliens, c'est nous débarrasser de l'occupation du territoire. Alors après, tout est possible. État indépendant, fédération jordano-palestinienne, État unitaire jordano-palestinien. Les Jordaniens ne sont pas contents de ça, ils tremblent. Ils n'ont aucune envie de ça. C'est pour ça que tout ça, c'est un débat de séminaire qui ne manque pas d'intérêt. Mais la question qui les domine toutes est la question de l'occupation. Parce que l'occupation est en train de nous achever, nous, Israéliens. Et là, évidemment, vous suivez parce que vous êtes le CCLJ et que le CCLJ est un club de gens qui lisent et qui réfléchissent. Mais il faut vivre au jour le jour pour voir ce que c'est, pour voir ce que l'occupation fait et nous fait. L'idée que l'on pouvait arrêter l'occupation sur la ligne verte, un peu comme la France a arrêté le nuage de Tchernobyl sur la frontière, est une idée aussi bonne que celle-là. C'est-à-dire ça ne marche pas. C'est-à-dire il y a une brutalisation dans la société israélienne qui est évidemment due à l'occupation. L'occupation, c'est notre premier problème. Et je dirais même, c'est notre seul problème, dont tout le reste dépend. Et il faut se débarrasser de ça. Cela passe par débarrasser de Netanyahou, ça passe par des élections aux États-Unis, ça passe par une Europe qui existe et qui est capable de peser sur l'état du monde, ça passe par beaucoup de choses. Mais je ne désespère pas qu'on y arrivera parce que c'est la condition même de la survie de ce pays. Bon, moi j'ai rien à rajouter à ça parce que ça c'est purement israélien, mais je partage complètement ton point de vue là-dessus. On va peut-être en rester là. Ça fait oui. Merci. 2 heures qu'on parle. Donc merci à tous pour ce rendez-vous très instructif. Merci Elie Barnavi d'avoir mené ce débat de main de maître. Merci beaucoup.
à Monsieur David, Chevrolet qui veut quelque dire un chose? petit mot. Non, juste un point pour ceux qui sont intéressés. Tu parlais de 68 et de l'implication des Juifs dans les mouvements de 68. Il y a un universitaire israélien, Yair Oron, qui a fait des travaux là-dessus, qui a sorti des bouquins traduits en français. Justement, il développe tout cela. Donc, si certains sont intéressés, ils peuvent le trouver dans des bibliothèques, le livre de Yair. Ok. Merci à tous et puis on Merci, espère vous Sylvie. voir physiquement en 2021. Oui, on Merci. espère. Merci. Merci. Et à bientôt. Salut. Bonne fin À de soirée. bientôt. Au revoir. Merci.